Samedi 18 octobre 2025, une rencontre était organisée par la librairie Ombre Blanche en partenariat avec le Théâtre Garonne à l'occasion des 50 ans de la librairie et d'un focus sur sa collaboration avec les éditions de Minuit, avec le romancier Laurent Mauvigné, lauréat du prix Goncourt 2025 pour La Maison Vide. La rencontre était enregistrée au Théâtre Garonne et animée par le libraire Nicolas Vives. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Théâtre Garonne pour la rencontre avec Laurent Mauvigné dans le cadre des 50 ans d'Ombre Blanche. Alors le Théâtre Garonne est vraiment très très heureux d'accueillir et d'avoir pensé avec Christian Thorel les 50 ans d'Ombre Blanche sur une soirée qui s'est passée hier et puis sur aujourd'hui autour des éditions de Minuit. Merci beaucoup d'être là aussi avec nous. Et donc aujourd'hui, autour de l'écriture de Laurent Mauvigné, une rencontre avec Laurent et puis ensuite ce que j'appelle Oubli de Garnews. Donc je laisse la parole à Christian. Mais Christian, vraiment, je suis très heureux. Le Théâtre Garonne et Ombre Blanche ont vraiment une très très grande histoire depuis ses débuts. Et puis là, c'est l'anniversaire de 50 ans d'Ombre Blanche, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, bel après-midi, belle soirée. Christian, je te laisse la parole et bonne anniv. Merci. Heureusement, ça continue après. Donc après 50, il y a 51. Et normalement, j'espère qu'on pourra aller aussi loin que possible. Très loin. Alors, Thomas Simonet, qui aujourd'hui a en main le destin des éditions de Minuit, dira quelques mots. Je vais en dire quelques-uns. J'étais un peu long hier, mais c'est vrai que c'était Samuel Beckett et il y avait un texte à lire ce soir. Il n'y en a pas. Donc voilà, je vais m'adresser à Laurent. Cher Laurent, on n'est jamais sûr de rien, mais je crois me souvenir que le premier déplacement, le vôtre, à Toulouse, c'est à l'occasion d'une rencontre autour de Apprendre à finir. Et on payait encore ses livres en francs. Voilà. Je ne suis pas sûr non plus qu'on ait eu le temps de disserter autour de la maison que désormais Thomas administre et illustre, mais on a dû souvent le faire après. Je me rappelle que je vous ai accompagné à la gare parce que vous aviez hâte de rentrer à Bordeaux. Franchement, avoir hâte de rentrer à Bordeaux... Bon, enfin, vous êtes bien rattrapé, Laurent, parce que finalement, quand même 15 ans à Toulouse, 17 ans, voilà. Vous avez accompagné Aliénor quand elle s'est travaillé à Ombre Blanche, donc 17 ans. Je ne me souviens pas que c'était aussi long, j'aurais dit 15, mais bon, voilà, comme quoi finalement la mémoire défaille. Donc merci. Il me semblait évident que quand j'ai appris enfin par Thomas que ce nouveau livre allait paraître, que c'était vous qui deviez être ici ce soir pour illustrer, accompagner les 50 ans de la librairie. Parce que, bon, il y a eu ce déplacement, il y a eu les vicissitudes de la vie, on n'y reviendra pas, voilà, la vie elle est là, et vous êtes là. Et ce déplacement à Rennes et une écriture d'un livre qui va marquer son temps. J'allais dire qu'il est déjà au programme de l'agrégation, peut-être en 2035. Donc, voilà. Bon, donc vous aviez toute votre place. Et puis, comme Minuit, évidemment, avait sa place. Donc hier, on a eu ce moment assez extraordinaire. Vous l'avez manqué, hein ? Bon, autour de Deleuze. J'allais dire, il y avait un peu des accointances. La Maison Vide, hier, dans le film de Beckett, que vous connaissez bien, puisque vous avez même écrit sur le film de Beckett. Il y a cet appartement vraiment très vide, dans lequel il fait le vide. Et puis il y a les photos déchirées, et aussi, alors c'est curieux, ça je n'avais pas songé, mais dans le cours de hier, Deleuze fait allusion à Descartes, au cogito de Descartes, et bon, je ne sais pas si ça apparaîtra Descartes, mais enfin c'est quand même, c'est une petite ville. C'est une petite ville, oui. Bon, voilà. Donc voilà pour les accointances. Après, l'accointance principale, je crois que ce sont les éditions de Minuit, dans lesquelles vous avez notamment puisé beaucoup de choses. D'abord des amis, ces amis que la librairie a accompagnés depuis 50 ans, tous ces amis écrivains que vous connaissez maintenant et qui font partie un peu d'une famille.
Bon, je pense à Echenoz, à Tanguy Viel et à d'autres, et puis aussi malheureusement des disparus comme Christian Gailly, ou Yves Ravet qui est encore là. Et puis il y a les grands aînés comme Claude Simon, mais là je laisserai peut-être Nicolas y faire allusion s'il y a allusion. Voilà, donc peut-être avant de laisser Thomas dire quelques mots peut-être pour accompagner ses 50 ans, il faut quand même procéder aux remerciements. D'abord le Théâtre Garonne qui nous accueille, qui nous a accueilli hier, qui nous accueille aujourd'hui, et avec qui, c'est vrai, il y a eu un si long, et j'espère qu'il y aura encore de beaux et grands moments, comme il y en a eu depuis pratiquement 40 ans avec Jackie Oyon et ses équipes. Et je remercie, comme je l'ai fait hier, Stéphane Boitel d'avoir imaginé avec moi ces 2 moments, ce soir avec Gare News et hier avec Robert Cantarella. Voilà, je voudrais remercier Thomas. Pardon, je lui tourne le dos, là, c'est pas très sympa. Merci Thomas de l'amitié partagée, de la confiance et puis de ce que vous faites pour garder cette maison indépendante en dépit parfois des vicissitudes, d'autres types de vicissitudes. C'est pas toujours simple, mais vous avez un grand génie pour rendre les choses peut-être plus simples et continuer le travail. Voilà, je voudrais remercier aussi la librairie et toutes les équipes de la librairie, celle qui aujourd'hui les dirige, Emmanuel Sicard, et puis tous ceux qui sont venus ici. Et on fête 50 ans, je crois qu'il y a au moins une personne dans la salle qui est là depuis le premier jour, parce que Martine et moi, nous y sommes depuis le début 78, mais Conchita Fernandez qui est là, elle est là depuis le premier jour d'ouverture de cette librairie. Voilà, merci Conchita. Bon, et puis, moi, je vous remercie, et je crois que nous vous remercions tous d'être là encore avec nous pour cette année, les années qui précèdent, et puis pour la 51e, 52e, et on pourrait faire du Beckett, hein, et puis à vous Thomas. Bonsoir à tous. Merci Christian, merci au théâtre d'accueillir en particulier Laurent Mauvinet. Les éditeurs préfèrent faire que dire, donc je ne serai pas très long. Je voudrais qu'on fasse place à la littérature ce soir grâce à ce très grand texte, mais faire de la place à la littérature, il faut effectivement des librairies, des compagnonnages solides. Et celui avec Ombre Blanche est une histoire extrêmement longue entre les éditions de Minuit et Ombre Blanche et ceux qui l'ont fondé il y a 50 ans. Jérôme Lindon, Irène Lindon, Henri Cos, son directeur commercial, ont cessé de venir apporter, défendre leurs livres dans cette merveilleuse librairie qui s'est petit à petit agrandie et qui a trouvé un public de plus en plus nombreux. C'est à Toulouse que les éditions de Minuit ont trouvé leurs lecteurs. C'est Toulouse qui a donné un peu du son de Minuit. Vous en rendez pas forcément compte, mais c'est quand on regarde ce qui se passe à Toulouse et dans quelques autres librairies importantes qu'on sait qu'un écrivain est en train de naître, est en train d'être compris de mieux en mieux. Voilà, c'est très émouvant de fêter ses anniversaires. Minuit a plus de 80 ans. On le continue en essayant de faire et de laisser la place à la littérature. Merci beaucoup. Bon, et je reprécise que c'est Nicolas Vives que vous connaissez qui œuvre à la littérature, à la présence de la littérature, à des auteurs de romans à Ombre Blanche. Et voilà, merci Nicolas. Merci Christian, merci Thomas. Merci Laurent d'être là, merci à vous. Alors, on va échanger pendant une petite heure, 1 heure. Et puis ensuite, il y aura un temps de dédicace du roman, si vous le voulez bien, avant que le spectacle, ce que j'appelle Oubli, commence à 19h. Alors, Christian, vous avez très bien pris toute mon introduction avec les dates. C'est parfait. Mais néanmoins, j'avais un truc auquel vous n'avez pas pensé. C'est que, Laurent, en 25 ans d'écriture, 99, tu es venu pour apprendre à finir. Mais avant, il y a Loin d'eux. Et 25 ans après,
on a la maison vide, et j'ai envie de dire, on est tout à côté d'eux. J'étais assez content de moi. On ne dévoilera pas la totalité de l'histoire du livre par respect pour ceux qui n'ont pas lu encore La Maison Vide. On va commencer par une phrase qui est quasiment tout à la fin, où tu écris « C'est parce que je ne sais rien ou presque de mon histoire familiale que j'ai besoin d'en écrire une sur mesure, à partir de faits vérifiés, de gens ayant existé, mais dont les histoires sont tellement lacunaires et impossibles à reconstituer qu'il faut leur créer un monde dans lequel, même fictif, ils auront chacun eu une existence. » Et je crois que c'est une phrase qui est extrêmement importante parce que ce roman, qui est véritablement le roman de ton histoire, c'est de l'histoire familiale qui va nous faire remonter jusqu'à la fin du 19e siècle avec l'arrière-grand-mère Marie-Ernestine, parce que dans cette histoire que tu veux nous raconter, il y a Marguerite et il y a sa mère Marie-Ernestine. Et si on veut comprendre pourquoi le narrateur se retrouve dans cette maison vide au début, dans le prologue, avec ce qui reste de l'histoire familiale, c'est-à-dire des photos, c'est-à-dire une médaille militaire et des photos avec cette grand-mère Marguerite qui a été oblitérée de l'histoire. Et pour la comprendre, elle, il faut remonter jusqu'à la racine de sa mère et pour comprendre pourquoi ces deux femmes n'ont pas réussi à s'aimer. Donc le roman s'annonce dès le prologue comme le livre de la pièce manquante et de l'exploration. Je reviens, parce que c'est important, avec les armes du roman, sur l'histoire familiale, une histoire familiale à trous. Et je voudrais quand même qu'on commence par évoquer ça, si tu veux bien, le fait que la fiction, c'est explorer du réel, mais pas forcément de la vérité. Et qu'il y a une énorme différence, en fait, entre écrire du réel et écrire de la vérité. Et que la vérité, c'est pas du tout ce que tu cherches. Je me permettrai de corriger un petit peu. Mais avec plaisir. Parce que, non, la vérité, ça m'intéresse, mais c'est plutôt le vécu. Parce qu'on vend toujours cette histoire au cinéma, par exemple, il y a toujours d'après une histoire vraie. Mais évidemment, le côté marketing de la chose joue sur le fait que les gens vont entendre vérité, alors qu'ils veulent juste dire une histoire vécue, une histoire qui a eu lieu dans la réalité. Et alors qu'on ne touche pas forcément un espace de vérité avec ça. Par exemple, il y a des fictions, je ne sais pas moi, Oedipe ou toute la mythologie touchent des vérités humaines, alors que ce sont des personnages de fiction. Et donc la vérité, elle a quelque chose qui peut évidemment passer par la fiction parce qu'elle touche à quelque chose de peut-être plus archaïque, peut-être. Et là, c'est vrai que moi, mon problème avec ça, c'est que j'avais tellement de lacunes dans cette histoire que pour moi, c'était important de faire que ce soit plus mon histoire, mais celle vraiment d'un narrateur qui pourrait être mon double, mais même l'idée du double n'est pas tout à fait juste parce que c'est pas complètement un effet miroir. C'est encore autre chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette question, en tout cas, d'essayer de choper comme ça une espèce de rapport à une histoire dont je ne sais pas exactement ce qu'elle a été en réalité, mais dont j'essaie de comprendre un peu le mécanisme pour savoir de quoi elle a été faite. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de récit, mais il y en aurait eu d'autres. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment, à travers ça, on essaie de trouver quelque chose qui fonctionne de manière plus souterraine entre les générations, entre les êtres, dans l'histoire. Et voilà, c'était plutôt ça ma question. Et comme j'avais très peu d'outils pour le faire, on va dire. Et puis, il se passait quelque chose aussi, c'est que quand on remonte dans le temps, quand par exemple, le narrateur, moi je peux évoquer des souvenirs du narrateur, là pour le coup, ce sont mes souvenirs.
Par exemple, il y a une partie qui est sur le 11 novembre. Je peux dire, voilà, je me souviens quand j'étais gamin, on allait tous les 11 novembre au cimetière, il y avait les commémorations, etc. Ça, oui, ce sont mes souvenirs. Mais à partir du moment où je les évoque 45 ans plus tard, ils deviennent déjà un petit peu, ils sont déjà un peu transformés par une espèce de brume qui commence à ressembler à de la fiction. Et puis d'imaginer que sans doute ma grand-mère a été là au même endroit où moi j'ai pu aller quand j'étais gosse, donc encore une génération ou 2 générations avant, que mon père a connu cet endroit, que ma grand-mère a connu cet endroit. Tout ça déjà nous emmène vers à la fois un imaginaire et quelque chose en même temps de totalement vérifiable, de totalement réel, quoi. Mais plus comme ça, on retarde, on remonte dans le temps. La seule chose qui me raccrochait encore un bout de réalité, c'était que sur le nom du monument aux morts, j'avais l'impression d'avoir la liste des gens qui étaient en classe avec moi, quoi. Parce que c'était les petits enfants, comme moi j'étais. Donc ça, c'était quelque chose de... Je pense que j'étais peut-être vexé parce qu'il n'y avait pas Mauvigné sur la liste, en fait. Donc il a peut-être fallu que je me rattrape. C'est pour ça que j'ai peut-être eu besoin d'une histoire sur mesure, je ne sais pas. Mais plus je remontais comme ça dans le temps, plus j'étais envahi par la fiction et par un imaginaire qui, pour le coup, a pour moi un degré de vérité et de réel totalement immense, puisque c'est notre rapport à nous tous, à la fiction, au roman, notamment au XIXe siècle. Il suffit par exemple, à un moment, quand je me souviens, quand je commence à faire la description de Firmin, homme du XIXe siècle, etc., c'est impossible de ne pas penser à Zola, à Balzac, à tous les autres, quoi. Et tout comme ça était... plus je redescendais vers le début du XXe siècle, la fin du XIXe, tout était contaminé par la fiction, mais aussi par la peinture, ou comme les 2 guerres mondiales, évidemment par la littérature, mais aussi par les images qu'on en a, par le cinéma, par toutes ces images qui ont finalement façonné notre regard sur l'histoire. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que si on imagine... essayons d'imaginer un monde sans Balzac ni Zola. Que saurions-nous du XIXe siècle ? Franchement, on n'en aurait aucune image, on ne saurait rien. Et c'est parce que, bizarrement, c'est la fiction qui renseigne le réel. Et moi, plus j'avançais dans le livre, plus j'étais confronté à cette question qui épuisait pour moi vraiment totalement la pertinence d'opposition entre ces 2 mondes-là, quoi. Donc, et j'espère bien qu'à la fin de ma vie, je serai suffisamment complètement fou pour ne plus faire du tout la différence entre les 2, quoi. C'est ça, le but pour un écrivain, c'est ça, je pense. C'est une belle recherche, ça, c'est une belle quête. Alors, on parlera un peu plus tard des influences ou de la présence de la littérature dans les pages de La Maison Vide, parce qu'il y a plein de... Je pense que ça lève plein de choses aussi, ça. Pourquoi Zola et pas... Ouais, bon, on ira après. Peut-être on revient juste sur pour mettre en place la machinerie que tu mets en place. Tu m'avais dit une fois que les processus d'écriture chez toi, c'était permanent. Et il y a un moment, tu avais du matériau et tu te disais, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose maintenant de ça. Alors, peut-être tu peux commencer par nous dire pourquoi tu es arrivé à ce matériau-là Pour ce livre-là, ouais. Alors, ce livre-là, il est un petit peu particulier, puisque il fait partie de ces livres. Alors, il y a des livres dans une vie d'écrivain qu'on rencontre au fur et à mesure où on écrit, qui sont dans notre parcours, donc on les rencontre au fur et à mesure de notre vie d'écrivain. Et puis il y en a d'autres qui sont très très antérieurs à ça. Et celui-ci en fait partie. Celui-ci, il est même un livre que, j'allais dire, j'ai commencé... j'allais dire, c'est lui qui m'a commencé, en fait. Parce que c'est un livre qui est né avec mon enfance,
qui est né avec les choses que j'ai pu entendre quand j'étais enfant et qui s'est consolidé dans l'adolescence et puis qui a fait de moi peut-être un écrivain. C'est un livre c'est lui qui est venu me chercher d'une certaine manière. Parce qu'il y avait des images très fortes. Moi, quand j'avais 8 ans, ma mère était une romancière, c'est une romancière pas contrariée, on va dire. Elle me racontait des histoires de famille, mais pas tellement d'ailleurs de son côté à elle, plutôt du côté de mon père. Et notamment cette image de ma grand-mère tondue à la Libération et de mon père enfant voyant cette image. Et donc moi, c'est vrai que ça me... Sans parler du fait que je pense que j'étais sidéré par cette violence, maintenant, en tant qu'adulte, je me dis, mais quand même, ma mère était quand même déjà un peu secouée quand même, hein, parce que franchement, raconter ça à un gosse de 8 ans, je ne sais pas si c'est d'un point de vue pédagogique tout à fait souhaitable, enfin bon, ça se discute. En tout cas, moi, ça m'a traumatisé. En tout cas, ça fait des écrivains. En tout cas, ça fait des écrivains, ouais. Enfin bon, ça fait aussi quelques belles insomnies quand même. Mais c'est vrai que j'ai vécu ça tellement puissamment, ça a été tellement fort que il y a ça. Puis j'allais dire ce qu'elle me racontait sur la guerre d'Algérie de mon père en me montrant des photos qui n'avaient rien à voir. Des hommes et ce livre-là, de ce point de vue-là, sont très 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 proches parce que j'ai envie de dire, ces deux livres, parce qu'on me demande souvent, par exemple, si ce livre m'apaise ou en fait. Je m'aperçois que Des hommes ne m'a pas vraiment apaisé et que celui-ci, je ne sais pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais par contre, je pense que ça apaise quelque chose de l'angoisse de l'enfant que j'étais. Parce que tout ce qu'on me racontait, en fait, était très angoissant en soi, puis surtout, il y avait tellement de silence autour, tellement de trous, tellement de choses qui n'allaient pas que c'était il y avait des abîmes, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est un livre que j'ai eu besoin d'écrire depuis très longtemps. Et puis dans Histoire de la nuit, en écrivant Histoire de la nuit, à la fin du livre, je ne sais pas pourquoi, dès le départ, j'avais écrit que dans le hameau, il y avait une maison à vendre, comme ça. Et puis à la fin du livre, Ida, la petite fille, va dans cette maison, et ça se termine dans cette maison, et c'est une maison vide. C'est une maison vide avec une photo, de personnes, une très vieille photo avec de personnes âgées. Et il y a 2 pages que j'ai un moment hésité à changer parce que je me suis dit ça n'a rien à faire là, ça. C'est pas tout à fait dans le ton. Et puis finalement, j'ai décidé de les garder parce que je me suis dit tiens. Ça, c'est comme si c'était une sorte d'appel du pied d'un livre en devenir. Il y a quelque chose. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose un petit peu en sous-texte. Par exemple, quelqu'un m'a dit un jour, il est bizarre ce livre, Histoire de la nuit, il est bizarre, on dirait un livre de guerre en temps de paix. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est exactement ça. Bon, et maintenant, il va falloir le temps de guerre, il va falloir y aller, quoi. Et donc je sentais ça, je le savais, mais comme je suis assez lâche et pleutre, je me suis caché derrière mon thriller pour ne pas faire ce livre-là. Et puis bon, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, alors ça aussi, c'est une des qualités de tes romans, c'est qu'aucun ne se répète. Et là, investir l'histoire familiale et presque alors, le roman historique, ou en tout cas la vision de l'histoire parce que c'est au-delà de la famille que tu nous racontes, c'est l'histoire de la France sur le XXe siècle, enfin, en tout cas sur une partie du XXe siècle, et comment ça agit aussi à l'intérieur des familles. Alors, ça, ce rapport à l'histoire, c'est complètement neuf, ça aussi. Il y a des pages une grande partie du roman, c'est sur 14-18, et tu y es allé à bras-le-corps dans cette évocation de 14-18. Comment tu es venu à ça? Est-ce que ça aussi, ça a été arraché du silence, ou est-ce que c'est venu tout seul comme ça? Non, c'est pas venu tout seul. 14-18, non, ça c'est pas venu tout seul pour plein de raisons.
je me demandais comment faire avec ça, parce que 14-18, on est saturé de romans, de témoignages, de récits. Autant la guerre d'Algérie, il n'y avait pas grand-chose, autant là, j'étais au contraire submergé par un poids littéraire énorme, à tel point, on pourrait dire, le livre de guerre est un genre, mais le livre 14-18 est un genre à part entière, quoi, à l'intérieur du genre. Et donc, je me demandais comment j'allais faire. J'étais très inquiet parce que ce malin de Jean Echenoz avait trouvé une solution que j'aurais trouvé pas mal. Il disait la version courte, un livre court qui part un peu de biais, quoi. Il me disait, bon, mais le problème avec Echenoz, c'est qu'il a tout fait avant les autres, alors c'est un peu embêtant. Donc je me demandais comment faire ça. Et je me disais... le mieux, c'est de lui demander directement. Et donc, j'avais demandé à Echenoz, alors la guerre, 14-18, toi qui en reviens, raconte-moi comment, entre anciens combattants. Et il m'a conseillé un livre, La peur de Gabriel Chevalier. Alors Gabriel Chevalier, on se dit qu'on ne le connaît pas, et on ne le connaît pas pour ce livre-là, mais parce qu'en fait, il a eu son heure de gloire avec Clochemerle. Et donc évidemment, Clochemerle, on ne l'associe pas totalement alors que La peur est un livre absolument magnifique sur la Première Guerre mondiale et un livre dont on parle assez peu, et on a tort parce que vraiment c'est un très grand livre, et il évoque la guerre d'un point de vue un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire qu'il s'attache... Mais il n'est pas le seul à le faire, hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Il s'attache pas tant finalement à la guerre qu'au quotidien des soldats, en disant le pire ennemi, c'est pas l'Allemand, c'est le pouls. Et vraiment, et il raconte ce que c'est, mais l'horreur d'être bouffé par les poux jour et nuit pendant des années. Le mec n'arrive pas à dormir. Enfin, c'est une horreur. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on met au second plan quand on parle de 14-18. Et en fait, lui ramène ça vraiment à des expériences comme ça, puis à la peur, quoi. Par exemple, toutes ces notions qui ont longtemps été mises un peu de côté, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, ça, c'est un biais vraiment intéressant. Donc je me suis dit, là, je peux essayer de me glisser par là. Et puis, il y avait autre chose qui m'intéressait, c'est que... et pour le coup, ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez Zola. Et qui... Je relis très régulièrement un petit peu Zola, comme ça, de temps en temps. C'est une petite bouffée de Zola, c'est bien. Et je suis toujours surpris comment on parle très mal de Zola. Je me dis en fait que les gens ne le lisent pas en réalité. Parce qu'on parle du naturalisme, on parle de tout ça, on parle de cette, roman expérimental. Du roman expérimental, et puis dans le côté social, la dureté de la vie, tout ça. Alors il y a cette dimension-là évidemment chez lui, mais il y a une dimension qui est quand même un peu passée sous silence, c'est l'écriture. Et c'est dommage parce qu'au niveau d'écriture, c'est juste génial. Parce que c'est, par moments, il a des moments, par exemple, on voit ça dans la description, par exemple, des Halles de Paris ou des choses comme ça. Il a des descriptions, contrairement à Balzac, pas du tout pareil, des descriptions de gros plans. C'est très souvent vu en gros plan et c'est complètement lyrique et totalement hallucinatoire. C'est pas du tout, en réalité, c'est vraiment pas réaliste. C'est des espèces de morceaux comme ça qu'il arrache. Comme ça, alors c'est des focales exagéré, quoi. Enfin... très exagérés. Et puis, par exemple, l'autre fois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai relu le début de Nana. Le premier chapitre est totalement hallucinant. On est au théâtre et Nana va arriver, on la voit pas. Et on voit juste le public s'installer. Et on voit dans le public, d'un seul coup, quand elle va arriver, on voit un vieux monsieur comme ça, et il a les yeux jaunes étriés d'un chat. Vous voyez, si quelqu'un est capable de me dire ce que ça signifie, je suis preneur. Ça veut strictement rien dire, sauf que quand vous le lisez comme ça vous saute au visage, et c'est une évidence d'un seul coup que vous dites que Nana, waouh. Vous voyez, et ça, on le sent parce que... et pourtant, son image, elle est à la fois lyrique, elle est totalement impossible. Les yeux jaunes, comme ça, ses yeux, monsieur, ne sont pas devenus jaunes, on peut imaginer, enfin, on lui souhaite. Mais voilà. Donc moi, ça, c'est des choses qui me
qui m'intéressait énormément. Et je me suis dit, si on prend un petit peu, si on va chercher dans toute la littérature sur la guerre 14, ou même sur l'Exode ou la débâcle pour la seconde partie du roman, si on prend plutôt dans le détail et qu'on essaie de vraiment trouver des focales particulières, ça évidemment, il y a Claude Simon qui fait ça, mais a priori, c'est pas évident de se dire qu'on peut relier Zola et Claude Simon, et pourtant sur des choses comme ça, il y a certains passages, on pourrait vraiment, moi je défie quiconque de voir certaines différences, quoi. Il y a aussi il y a Thérèse Raquin qui est quand même extrêmement importante dans le roman, ouais. Et pas juste parce que le professeur de piano donne à lire Thérèse Raquin à Marie-Ernestine, qui doit être à l'époque un livre quand même compliqué moralement, compliqué, oui. Mais en même temps il y a une introspection psychologique qui est faramineuse. Moi j'ai eu ce sentiment que Thérèse Raquin c'était un déclencheur de beaucoup de choses. Enfin il servait vraiment pour comprendre Marie-Ernestine, mais pour comprendre Marguerite aussi. Bien sûr. Ouais. Parce que finalement, autour de Thérèse Raquin se pose cette question qui est la dualité de Marie-Ernestine et de sa mère. C'est cette question du désir. Ouais. Bah oui, et ça c'est vrai que. Alors c'est vrai que c'est drôle parce que quand je me suis servi de Thérèse Raquin, quand j'ai un moment, je me suis dit tiens, je vais relire quand même quelques pages de Thérèse Raquin, et j'avais complètement oublié que l'amant s'appelait Laurent. Alors ça m'a un peu perturbé quand même, je dois dire. Et, ça m'a je me suis dit non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon, mais pareil, ce roman a une comme ça. On lui reproche souvent d'ailleurs à Zola son côté excessif, son côté, mais en même temps, c'est d'une telle puissance. On lui reproche cet excès parce qu'on le pense justement dans une idée du réalisme et du naturalisme. Alors qu'en fait, on ne penserait jamais dire quand même ce Sophocle, il en fait trop. Ça viendrait à l'idée de personne de dire ça. Et en fait, il faut le lire un peu comme ça, je pense. Il y a quelque chose d'halluciné. Par exemple, dans La Bête humaine, ça se voit vraiment. Les images de meurtre ou des choses comme ça, dans la nuit, comme ça, ce sont des images très expressionnistes, en fait, quoi. C'est très proche d'un certain cinéma expressionniste. Et donc là, moi, je me disais, il y a quelque chose là à faire formellement qui, en même temps, évoque des questions liées au désir et à la mort. Vraiment, là, on a Eros et Thanatos comme ça, dans le même mouvement, quoi. Et je voulais que ça irrigue le roman, que ce soit là et qu'en même temps, ce soit aussi malgré tout en retrait, parce que je me posais la question, je me disais, mais ces personnages de roman, justement par leur côté excessif, ils vont montrer tout ce que Marie-Ernestine, et même Marguerite, même si c'est différent, ne peuvent pas faire. Oui. C'est-à-dire que ces personnages... Moi, je suis confronté à des personnages de romans qui sont censés être des personnages de la réalité. Alors que donc c'est très différent de ce que des personnages de Zola qui eux sont des purs objets romanesques, quoi. Donc moi je suis obligé de vivre romanesquement une réalité, donc de me poser la question de leur regard. Comment Marie-Ernestine, une jeune fille, une jeune femme, peut découvrir Zola et Thérèse Raquin quand l'homme qui lui offre est un homme plus âgé qu'elle et pour qui elle a du désir, quoi. Donc comment tout ça peut se lire, comment ça peut se lire avec les conventions d'une époque. Oui, c'est ça. Parce que évidemment, nous aujourd'hui, on peut trouver tout ça quand même. On se dit quand même, ce Zola, il en fait beaucoup quand même. Mais il faut s'imaginer à l'époque comment c'est totalement monstrueux, quoi. Et la question des monstres aussi me plaît beaucoup, m'intéresse beaucoup. Vous écoutez Laurent Mauvigné autour de son roman La Maison vide, prix Goncourt 2025, lors d'une rencontre enregistrée au Théâtre Garonne, samedi 18 octobre 2025, à l'occasion des 50 ans de la librairie et de sa collaboration avec les éditions de Minuit.
il me semble, enfin, je l'ai aussi beaucoup lu comme ça, le livre, et parce que c'était une façon aussi de ramener le matériau historique. Mais on a des figures qui peuvent être des figures, alors pas des images d'Épinal, mais ou des lieux communs, ou la jeune femme tondue à la Libération, Marie-Ernestine qui se construit contre ses propres désirs, parce que le patriarcat autour d'elle l'empêche de se réaliser, et tout le roman est là pour battre en brèche le lieu commun, c'est-à-dire que pour comprendre, enfin, on peut poser des mots sur Marguerite en disant elle a été tondue à la Libération, elle n'est capable de coucher avec des Allemands, sauf qu'en réalité c'est infiniment plus complexe que ça, et le roman est là pour nous montrer, pour détricoter toute cette histoire-là, toute la complexité alors pas finalement pour disculper Marguerite, c'est pas la question qu'elle soit disculpée ou pas. On n'est pas sur le terrain moral, mais en même temps pour connaître tous les éléments pour comprendre. Disons que moi je me suis posé la question, moi bêtement, quand je fais un petit détour, mais quand j'étais jeune, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, moi j'étais pas allé au lycée, tout ça, donc moi j'ai découvert la littérature un peu de manière pas scolaire du tout, quoi. Vous voyez, je me souviens, la première fois que j'ai entendu Racine, je me dis c'est super, ça ressemble à Coltès. Vous voyez, des choses comme ça. Donc donc j'ai un peu fait les choses dans le désordre, et j'en suis très heureux parce que ça me sert encore aujourd'hui, et notamment avec aujourd'hui, moi je me dis que tous ces personnages, la façon dont dont leur destin va se mélanger, ou comment dire ça, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment dire. J'ai peut-être un truc j'ai peut-être un truc, parce que j'avais une question plus loin. J'ai lu l'autre jour. Je vais retrouver, hein. Je vais pas lâcher, je vais retrouver. J'ai lu l'autre jour une philosophe penseuse de l'écologie qui s'appelle Isabelle Stengers. Voilà, alors j'ai la référence. C'est des entretiens, et il y a un moment, la personne qui l'interview cite Deleuze, comme ça en plus on sera un petit peu dans hier soir. Deleuze qui disait, j'ai pas réussi à retrouver vraiment la référence, qui disait il faut penser par le milieu comme l'herbe pousse. Et alors elle précise, je l'ai plus loin, penser sans chercher les racines, les principes qui autorisent à penser, ni sans se référer aux fins et à ce qui justifie la pensée. C'est là qu'elle explique comment l'herbe pousse. C'est grâce à la pression de l'eau qui allonge les cellules formées que l'herbe pousse. Pour la pensée, on pourrait parler de l'insistance d'une idée qui a toujours à voir avec un milieu. J'ai retrouvé, parce que c'est un peu ça. Voilà. Non, mais c'est vous voyez, justement à cette époque où du coup j'ai découvert tout ce qui était structuralisme et tout ça, et l'époque vraiment très avant-garde. Moi, je lisais beaucoup les TXT, les revues de Bourgois et tout ça, et donc moi, j'y allais pareil à la hache avec le roman, quoi. Et il y avait une idée qui revenait souvent, c'était que l'un des gros défauts du roman, c'était de fonctionner, c'était d'établir des relations de cause à effet, et que c'était vraiment au minimum chiant, mais surtout plus problématique, c'était que finalement c'était une vision du monde qui était toujours dans un lien de logique, et donc alors que le monde n'est pas forcément logique. Et moi, j'ai vécu avec cette idée-là pendant tout le temps. Ça m'a empêché de faire du roman pendant très longtemps. Et puis finalement, j'ai commencé à faire du roman et tout ça, avec des personnages, des trucs, de la psychologie, enfin tout ce qu'il fallait pas faire. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai pu, j'allais dire, acquérir, mais presque un petit peu comme dans ce rapport que j'avais, dans ce rapport aux avant-gardes, où les avant-gardes me paraissaient trop éloignés de moi pour que je puisse, moi, avoir quelque chose à faire avec ça. Et donc, à chaque fois, le roman s'est réinvité chez moi, comme ça, avec l'impression de braver des interdits, quoi.
l'interdit de la psychologie, l'interdit de l'émotion. Je me souviens, comme beaucoup de nous, parmi nous ici, je pense avoir beaucoup pratiqué François Bon. Et je me souviens que les livres de François Bon, par exemple, quand il avait ses personnages d'un milieu social, etc., et dès qu'il y avait une situation qui aurait pu amener à quelque chose d'une émotion humaine un petit peu psychologisante, ou qui allait céder, entre guillemets, à une certaine émotion, il y a toujours ce moment où il s'arrête. Et moi, je me souviens très bien, un jour, on m'a dit, non, il ne faut pas s'arrêter, en fait, il faut y aller, quoi. Et donc, en me disant, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, c'est horrible, c'est la trahison des avant-gardes et tout ça. Et en même temps, je sentais qu'il fallait le faire. Et avec ce livre-là, il y a un petit peu cette idée, justement, dans cette question des relations de cause à effet, les liens de causalité. En fait, je me suis aperçu que le roman, en fait, c'est quand même... j'adore ça, en fait, et que c'est vachement bien. Et c'est surtout très utile pour comprendre le monde. C'est surtout, on a pu mettre ça de côté pour plein de bonnes raisons à l'époque, mais aujourd'hui, plus de 50 ans après, je pense qu'on comprend aussi que si on veut comprendre pourquoi un homme de 46 ans se tire une balle dans la tête, comprendre qu'il a été un petit papa de 7 ans qui regarde sa mère se faire tondre, peut-être qu'il faut comprendre pas mal de choses et remonter un petit peu comme ça le courant, et puis se dire mais peut-être que lui aussi a eu quelque chose avec sa mère, et sa mère, elle vient d'où? Elle vient de quelque part. Et puis quand je découvre que cette mère qui a déshonoré sa famille, son père a été un héros de Verdun, moi, les liens de causalité à cet endroit-là, ils m'intéressent. Et je suis sûr qu'ils sont mais pour chacun de nous, en fait, une source totalement fondamentale des questionnements qui nous intéressent, quoi. Je pense que là, et le roman a vraiment quelque chose à dire, et je pense qu'il est le seul à pouvoir le dire. C'est-à-dire que la fiction, en général, peut dire beaucoup de choses, mais par exemple, le cinéma est, à mon sens, sur ça, un peu moins opérationnel que le roman, parce que le roman a cet avantage que vous pouvez le reprendre tous les soirs. Alors peut-être les séries pourraient faire ça, mais un rapport au temps, il y a un rapport à la durée qui est très particulier au roman et qui peut justement développer sur plusieurs générations, sur un temps, avec évidemment l'angoisse de franchir le cap du roman familial, de la saga familiale, enfin les trucs où on se dit c'est pas possible de faire ça. Mais pourtant pour moi c'était très important, et avec le risque quand même d'être dans ce truc hyper romanesque de la question de causalité, quoi. Et tu dirais qu'il y a quelque chose aussi qui a à voir avec ce besoin qu'on a de ce que dans les années 60 les formalistes appelaient les grands récits, les méta-récits, et qu'on a peut-être un peu perdu avec la littérature, avec peut-être l'autofiction, nous fait perdre et que dans les temps qui sont troublés, nos temps, ces grands récits là quand même, on en a besoin, parce que j'ai quand même dans les retours de lecteurs que j'ai à la librairie, la manière dont les gens sont bouleversés par La Maison vide. Tu me disais aussi tout à l'heure sur ce qu'on te renvoie tout au long de ta tournée. La Maison vide répond aussi à une question ou à quelque chose de sourd mais de très présent dans un désir qu'on nous raconte quelque chose de tangible, quoi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose d'un grand récit d'histoire française. Oui, après, moi je ne l'ai pas écrit en pensant ça comme ça, parce que, je veux bien être prétentieux, mais enfin quand même, je vais écrire l'histoire de France. Non, quand même pas. Non, c'était plus modeste que ça, c'est-à-dire que... mais c'est vrai que c'était plus modeste que ça, mais je me rends compte effectivement en parlant beaucoup en librairie, en faisant des rencontres, etc. Par exemple sur la petite et la grande histoire. Au début, j'étais d'accord comme ça quand les gens me parlaient de la petite et de la grande histoire. Aujourd'hui, je suis plus d'accord du tout. Il y a 3 semaines, je vous aurais pas du tout dit ce que je suis en train de dire. Non, parce qu'en fait, séparer la petite et la grande histoire, c'est considérer qu'il y aurait une histoire qui ne serait pas écrite par les gens normaux. Mais pas du tout, la grande histoire, elle est écrite par qui? Elle est faite par qui? Elle est faite par les petites histoires, des gens qui composent l'histoire. Il y a l'histoire, point.
Il n'y a pas de petite histoire. Toutes les histoires sont des grandes histoires. Simplement, il y a des questions d'échelle, des questions de dimension humaine, mais les motivations des uns et des autres sont motivées par des choses de ressort très personnels, très intimes. Donc ça, pour moi, ça fait quand même partie des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, alors c'est vrai que par rapport... Aujourd'hui, on dit peut-être les temps sont plus troublés. Moi, je ne crois pas que les temps soient plus troublés aujourd'hui, parce que je pense que par nature, le temps est trouble, et qu'il comporte sa part de violence et on n'arrive jamais à le lire, en fait. Le présent, le moment contemporain, on n'arrive jamais à le lire. Je pense que quand on est en 70, 72, on n'y comprend rien. Je suis à peu près sûr de ça. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est saturé. On est saturé de méta-informations, on est saturé d'images et de paroles. On est saturé de récits, en fait. De récits qui n'ont plus aucun sens, qui tournent dans tous les sens à une vitesse folle et qui s'annulent les uns les autres. Donc peut-être on a besoin effectivement de replanter quelque chose un peu pour se dire mais où je suis moi dans tout ça, quoi. Il y a quelque chose de flouté plutôt que de temps trouble. J'ai l'impression que c'est notre rapport à nos récits qui comme s'ils étaient floutés par surabondance en fait, quoi. Et qu'on a peut-être besoin de retrouver quelque chose non pas dans le sens d'un retour au bon vieux roman qui pourrait nous rassurer, ou de la bonne vieille famille et tout ça. Il ne s'agit pas de ça, bien sûr, mais peut-être de reprendre le temps, simplement. Et c'est pour ça, par exemple, que pour moi, la dimension d'un roman long, ample, c'est important aussi, parce qu'il y a une petite chose comme ça de résistance à notre époque instagrammable, quoi. Quelque chose, le monde entier va vers de plus en plus raccourci, de plus en plus vite. Et donc le roman, j'ai envie de dire, sa façon d'être un opposant constant. Et pour moi, de ce point de vue-là, ça ne le sépare pas du tout des avant-gardes, au contraire. Ça l'en rapproche beaucoup, c'est de faire le contraire de ce que notre époque nous ordonne de faire. Et pendant longtemps, on a pu faire des romans courts en accompagnant une sorte de mouvement de la modernité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de post-modernité totalement cinglée, qui est en roue libre, et que le roman, il peut avoir cette espèce de plaisir aussi, et de désir, pas de freiner, mais de dire moi je vais prendre le temps. Alors c'est super, tu m'ouvres. T'as vu ça, c'est bien fait, hein. Ouais, j'avais des questions sur justement la manière dont tu as structuré la question du temps dans le roman, parce que comme à l'habitude, comme dans Histoire de la nuit, comme dans tes autres romans, cette histoire nous est racontée au présent de l'indicatif. Ça, c'est la voix de Mauvigny, on l'entend là de suite au présent de l'indicatif. Il y a des moments dans l'histoire de suspension ou des moments d'aparté, des petites bifurcations, où là, tu passes à l'imparfait. Et surtout, il y a, donc je voudrais que tu t'entendes sur ça, et chacune des parties, il y a 5 parties dans le livre, et chacune commence avec... C'est un effet, je ne sais pas bien comment on peut parler de cet effet-là. À part l'idée du tube de la vague, je ne vois pas. Où on commence la partie suivante. Par exemple, on va prendre la fin de la première partie. On comprend que Marie-Ernestine va céder sur ce mariage qu'on va lui imposer. Le début de la deuxième partie commence, non pas par la scène du mariage, mais... je spoil un peu, tant pis, mais par la mort du père et la lecture du testament. Et ensuite, il y a l'effet retour et on passe au mariage. C'est pas l'effet du hasard. Non, que ce soit à chaque fois. Non, c'est vrai, à chaque fois. Je peux pas... Ce qui est très étrange, c'est que moi, j'écris toujours de manière très linéaire. Je commence mon roman à la première page et je le termine à la dernière page.
D'où le présent de l'indicatif ou non, ça est pas, tu ne penses pas comme ça? Non, ça, j'y pense pas comme ça. C'est non, je trouve que c'est un temps, je sais pas, contemporain. Je sais pas. Il y a des temps qui me semblent aujourd'hui difficiles à assumer sans rire. Je parle toujours du passé simple, qui est un peu ma bête noire. Nous étions avant de venir. Bon, franchement. Bref. Mais on peut rire après de ça. On peut ça serait marrant en forme ironique, quoi. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas écrire comme ça. Et là, dans un livre comme celui-ci, par exemple, sur le rapport au temps, alors j'aurais pu... et je me suis posé la question de me dire, mais comment je peux essayer de travailler le temps sans passer par l'aspect chronologique 1905, 1910, 1915, 1920. Déjà, moi, je m'ennuie déjà rien qu'à l'idée de ça. Alors on peut le faire, hein, de grands auteurs l'ont fait, c'est pas la question. Mais moi, ça me paraît non seulement ennuyeux, ça me paraît paresseux du point de vue de l'écrivain, et puis ça me paraît surtout faux du point de vue des personnages. Parce que quand on est dans un récit, quand même, on est pour le coup en 2025. Bon, il y a là où on n'en est plus à Zola et au 19e siècle, c'est qu'entre-temps, il s'est passé quand même des choses dans la littérature. Il y a quand même eu Proust, il y a quand même eu Claude Simon, il y en a quelques-uns quand même qui nous ont expliqué un peu la nature du temps, d'un temps de récit, et qui nous ont quand même démontré que, d'abord, et puis bon, et la psychanalyse aussi, qui nous a quand même montré que le temps est d'abord un affect, et que on connaît la fameuse phrase de Faulkner, le passé qui ne passe pas, etc. Donc c'est pour ça, par exemple, pour moi, que le présent est aussi un temps très important, parce que c'est un temps structurant, quoi. Et donc pour moi, il n'était pas possible de rester comme ça sur... De simplement poser les choses les unes après les autres, parce qu'en plus, on ne les entend pas si on fait comme ça. Moi, ça m'intéresse, par exemple... là, c'est pareil, on peut dire, bon, c'est spoiler quelque chose. Je veux dire, bon, Jules meurt à la guerre. Bon, mais bon, ça, c'est spoilé dès le début, c'est divulgaché, pardon. Et systématiquement, je veux dire, on connaît la date de la mort du personnage systématiquement, oui, parce que, bien avant que... Ouais, parce que, moi, vous voyez, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que quand on relit nos histoires familiales, nos histoires du passé, et même notre propre histoire, c'est que c'est pas du tout la même chose. Si je vous montre Jules en amoureux, plein d'espoir, qui vient comme ça, ce petit bonhomme, ce petit père un peu naïf, en amoureux, un peu balourd, qui vient avec ces petites marguerites en boutonnière. Bon, il est comme ça, il est touchant peut-être un peu, mais il est surtout un peu ridicule. Par contre, si vous savez dès le début que cet homme-là va mourir à la guerre, que cet homme-là va être un héros, ben vous ne le voyez pas du tout de la même manière. Et d'un seul coup, il y a un relief, il y a un contraste, il y a une épaisseur qui naît de ça, moi, qui me touche. Et j'espère que ça, je peux le partager avec vous. Mais moi, ça, pour moi, c'est absolument capital. Et le temps, c'est aussi ça construit absolument l'émotion du récit. Ça structure, ça crée, c'est une forme. Le temps, c'est une forme, c'est du relief. C'est du relief dans la narration, mais c'est aussi du relief pour les personnages. C'est-à-dire que si on comprend, par exemple, si on comprend certaines choses avant qu'elles arrivent, quand elles vont arriver, ça nous donne l'impression qu'elles ne pouvaient qu'arriver. Et alors qu'en réalité, non. Mais si on vous a préparé un peu avant, parce que l'histoire, finalement, quand on raconte une histoire du XXe siècle, cette histoire, elle a eu lieu. Je ne peux rien changer là-dedans. Simplement, la seule chose que je peux changer, c'est la façon dont je vais vous la raconter et faire vivre la façon dont je veux vous la raconter, comme aussi, c'est une histoire à l'intérieur de l'histoire. Il y a l'histoire du récit aussi, quoi. Et donc, moi, je cherche, des fois, je me dis, bon,
Par quoi je peux passer pour aller à tel endroit? C'est pas forcément en commençant petit A, petit B, petit C. Parfois, dire non, mais on comprendra mieux si on passe par d'autres endroits avant. C'est aussi une manière de déconstruire les lieux communs, parce que c'est quand même. T'es toujours ta bête. Enfin, le lieu commun, c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi il faut échapper en permanence. Surtout que dans des histoires comme ça, des histoires familiales, on connaît tout le monde connaît tout. Sur les 20 ans, par exemple, qui séparent les deux guerres mondiales, qu'est-ce qui se passe? Des mariages, des enterrements et le travail. Faites un roman avec ça. Donc à un moment, on disait, bon, comment faire ça? Et comment tresser les choses? La question de tresser l'écriture, c'est le texte. Vous savez, le texte, ça vient de tessiture, texture. Tresser les choses, quoi. Et donc, en fait, il faut les tresser entre elles de telle manière que ça ne puisse plus bouger, quoi. Que ça puisse plus s'envoler comme ça à droite, à gauche. Il faut vraiment trouver ce qui retient les choses entre elles, quoi. C'est vraiment, pour le coup, comme disait Deleuze, c'est vraiment une question d'agencement, quoi. C'est vraiment agencer les choses entre elles de telle manière que le tableau ne puisse plus bouger. Et donc, ça passe par des mises en relief, des mises en évidence, des choses qui parfois ne passent pas à la même époque. Mais si on les met en regard l'une de l'autre, d'un seul coup, on peut voir des choses qu'on ne verrait pas autrement, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'il y a tout un travail là-dessus de mise en forme, mais pour créer de l'énergie aussi, du mouvement, pour que ce soit vivant. Ce qui permet aussi d'organiser tout le jeu de miroir, parce que Marie-Ernestine et Marguerite, elles sont l'une le négatif de l'autre, mais c'est plus complexe que ça. C'est pas juste une opposition binaire entre les deux. Oui, puis moi j'avais quand même très peur. Je me disais, je vois bien, il y a deux romans en un, le roman de Marie-Ernestine et le roman de Marguerite. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une façon qu'on passe de l'un à l'autre, qu'un seul coup on soit dans le roman de Marguerite, mais qu'on ne se soit pas vu y arriver, en fait. Donc, il faut que la façon dont ça opère, dont ça se construise, soit totalement, pas forcément indolore pour le lecteur, mais enfin, il faut qu'il ne s'en rende pas compte. Il faut pas qu'il le voie. Donc il faut vraiment que j'emmène les choses vraiment par dosage, en fait. Vous voyez, par comment on va passer d'un point de vue à l'autre, comment ça va un petit peu se transformer de manière... ça, c'est très méthodique. Ça demande un travail vraiment extrêmement méthodique. Alors là, on peut peut-être du coup parler de la troisième femme. Celle qui, pendant 475 pages... n'a pas de nom. Elle est systématiquement nommée par une périphrase. Elle est la femme, elle est la mère, elle est celle qui fait les confitures et qui reprise les chaussettes. On a son nom, Jeanne-Marie, à la 475e page, et ensuite, après, elle est partout. Nommée Jeanne-Marie partout, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ça, pour le coup, j'étais content de mon coup. Ouais. Je vais te dire. Là, je me suis fait super plaisir. Et de temps en temps, on peut se faire plaisir quand même. Non, mais en fait, ce truc, c'était drôle parce que on connaît ce truc de Michon, le roi vient quand il veut, en parlant de l'écriture. Mais alors, les personnages sont pas en reste de ce côté-là, quoi. Y a des personnages qui, au départ, étaient juste des silhouettes comme ça, et puis qui vous disent pousse-toi de là que je m'y mette. Et Jeanne-Marie, elle en fait partie, Marie-Ernestine aussi d'ailleurs. Mais Jeanne-Marie, c'était étonnant parce que au départ, donc j'avais le portrait du patriarche comme ça, Firmin, et puis il y avait sa femme qui pour moi était vraiment une silhouette. Et puis, mais quand même, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Et puis je me dis bon, c'est une espèce d'ombre comme ça. Puis en fait, je me dis mais je me suis souvenu de ce monde de la campagne que j'ai connu quand j'étais gosse, où en fait les femmes étaient souvent très faussement soumises à leur mari, quoi. Et c'est-à-dire une façon de montrer une apparente docilité, on va dire,
pour mieux imposer ce qu'elle voulait. Et avec les enfants, mais aussi avec le mari. C'est-à-dire que ça, j'ai vu ça des tonnes de fois, mais j'imagine que vous tous, tout le monde connaît ça. En fait, ce truc de ces femmes qui, en fait, disaient au mari ce qu'il fallait acheter, ce qu'il fallait. Certes, c'est lui qui avait les sous, c'est lui qui. Les femmes n'avaient pas leur moyen de paiement, mais c'est quand même. Mais à la fin, c'est quand même elle qui décidait. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vu des tonnes de fois et qui m'a toujours, même enfant, je me souviens, ça me faisait rire. J'adorais ça, en fait, parce que je l'ai trouvé génial. Et vraiment, je me disais vraiment, les mecs sont d'une connerie. C'est épouvantable. Et parce qu'ils étaient très, très. Eux, ce qui comptait, c'était de montrer qu'ils étaient forts, quoi. Du moment, et peu importe qu'ils le soient ou pas, du moment qu'ils pouvaient montrer cette image-là d'eux-mêmes, c'est tout. Et donc bon, voilà, moi ça c'est des choses qui... Et au fur et à mesure, je pensais à cette femme, et puis à toutes ces femmes qui, en fait, oui, n'existaient que parce qu'elles incarnaient des fonctions. La femme d'un tel, par exemple, quand, je sais pas, vous voyez, sur les chéquiers, par exemple, je sais pas comment c'est maintenant, mais maintenant, à l'époque, vous savez, les chéquiers, ou même sur les pierres tombales, je sais pas, madame, pas seulement le nom, mais aussi le prénom du mari. C'est ça, ouais. C'est-à-dire, on se dit, mais vous aviez qu'à l'enterrer avec le mari pendant que vous y êtes. Monsieur et Madame Nicolas Vives sont enterrés tous les deux. Là, voilà, ouais. ouais. Bon, ça, c'est quand même... Bon, et ça, on voyait beaucoup ça, quoi. Et je me dis, il y a un truc avec ça. Et ça me renvoie, pour le coup, à Apprendre à finir, où la narratrice n'avait pas de nom. Et je m'étais beaucoup posé la question sur ça, parce qu'à l'époque, maintenant c'est différent, la loi a changé là-dessus, mais à l'époque, les femmes n'avaient pas de nom à elles, en fait, puisqu'on peut considérer qu'un nom à soi, c'est celui qu'on transmet. Et avant, elles transmettaient celui de leur mari, et elles recevaient le nom de leur père. Donc en fait, les noms étaient une histoire d'hommes. Et ça a changé, la loi a changé là-dessus. Mais c'est quand même pas vieux. Et donc ça, moi, voilà, j'avais envie de ça. Et puis je pensais au poème d'Aragon, à tous ces gens pendant la guerre dont le nom ne reste plus que parce qu'ils ont péri. Il y a ce truc des monuments aux morts avec les noms. Et du coup, j'avais envie, d'une certaine manière, de montrer cette femme comme une guerrière aussi. Et en fait, elle a aussi son nom. Elle existe aussi parce qu'elle est au moment où elle meurt, mais comme en parallèle avec la vie et mort des soldats, quoi. C'est ça qui est à l'œuvre aussi dans le roman au travers de ces trois femmes. C'est aussi une réappropriation du pouvoir et de se sentir en pleine possession de son pouvoir de femme. Oui. C'est un roman des femmes aussi sur le XXe siècle. Ben oui, parce que c'est... Pour le coup, moi j'ai essayé de faire... Alors c'est vrai que les personnages centraux sont plutôt des femmes, les trois personnages du livre, mais il se trouve que les hommes au XXe siècle ont quand même la fâcheuse tendance à se faire tuer jeunes. Donc c'est vrai que les villages, c'est des villages de femmes quand même. Beaucoup. Il faut quand même... 14-18, c'est une hécatombe. Vraiment, en faisant des recherches comme ça, pourtant on le sait, hein, mais n'empêche que quand vous allez voir des documents là-dessus, on ne mesure pas l'étendue du désastre. C'est des villages entiers, mais d'un seul coup, il reste que des femmes et des enfants et des vieillards qui, eux, avaient fait 70 et qui déjà avaient quand même de mauvais souvenirs, quoi. Donc tout ça, c'est... Donc évidemment, c'est impossible de ne pas parler de la place des femmes là-dedans. Et surtout qu'on est à une époque où, évidemment, depuis MeToo, c'est quelque chose qui nous marque beaucoup. Moi, ça m'a aussi beaucoup marqué dans ma vie parce que, comme j'étais malade de gosse, j'ai passé beaucoup de temps avec les femmes dans la maison. Tout ça, c'est aussi peut-être quelque chose de mon histoire personnelle là-dedans, quoi. Et puis, avec ces femmes qui n'étaient pas du tout faibles, hein, pas du tout, mais qui étaient quand même, en même temps, dans une sorte d'acceptation d'une forme de soumission quand même, quoi. Et puis il y a ces hommes aussi, chers à canon, mais aussi chers à usine, à ferme, dans les champs, etc. C'est quand même des gens qui avaient
des vies extrêmement rudes quand même, quoi. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu, il y avait tout ça, et puis au fur et à mesure, je m'apercevais que autant les femmes ne s'appartenaient pas parce qu'effectivement, on les mariait à qui elles ne voulaient pas, etc. Donc on peut dire que société patriarcale de ce point de vue-là, évidemment. Mais les hommes, en réalité, s'appartenaient pas beaucoup mieux finalement, puisque enfin, leur corps ne leur appartenait pas, parce que leur corps s'était pas très éloigné de celui des animaux pour les champs. Et puis pour le reste, c'est quand même leur corps appartenait à l'État qui les envoyait sur les champs de bataille et dont on sait qu'au XXe siècle, ils ont été particulièrement terrifiants, quoi. Oui, c'est ce que tu dis, c'est ce que dit Firmin, qu'on n'est pas un héros. Des héros de guerre, ça n'existe pas. Jules, finalement, n'est pas un héros de la guerre. Bah non, parce que Jules, il est... Alors évidemment, il y a tout un récit. Il y a des récits d'héroïsme. Mais alors les récits d'héroïsme, par exemple, ça vous pouvez dans certains récits pacifistes de certains soldats qui en sont revenus, ils démontrent très bien tout ça. Comment ces récits de héros, on les a construits en partie pour faire qu'à l'arrière, les gens soient encore à fond dans le soutien au gouvernement. Parce qu'en réalité, quand vous avez un pays entier qui voit ses enfants revenir, ne pas revenir, que sur une maison sur deux, on met une croix, une petite croix en bois devant chaque maison où des familles entières sont décimées, il faut quand même que monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur un tel, quand ils passent dans les villages, ils ont un peu peur de se faire péter la gueule, hein. Et ils ont raison, parce que les gens en réalité sont très en colère, ils sont très meurtris de tout ça. Mais on a besoin, on leur crée des récits héroïques pour leur dire mais attendez, votre fils, oui, mais il est mort en héros. Et c'est très important parce que du coup, ça crée le sentiment collectif d'une nation en lutte pour sa propre survie, et puis un récit valorisant, alors qu'en fait c'est un carnage, c'est une catastrophe. Et par exemple, dans les plusieurs récits, j'ai pu lire une chose qui est très intéressante parce que je me demandais comment j'allais intégrer la Seconde Guerre mondiale. C'était en gros, et c'est notamment des pacifistes qui le disent, tous les généraux de l'époque étaient en gros des horreurs qui envoyaient leurs soldats juste pour voir au casse-pipe. Et celui qui a le mieux ou qui a le moins envoyé de gens au casse-pipe, c'est Pétain. Et donc c'est très intéressant parce qu'on comprend quelque chose sur l'espèce de petit bruit de fond qui va faire que quand Pétain, 20 ans plus tard, va capituler, les gens se disent « Bah oui, mais Pétain, c'est celui qui a fait tuer le moins de gens. Donc peut-être qu'il faut l'écouter. » Et ça, évidemment, nous, de notre côté de l'histoire, on se dit « Mais non, c'est capitulé. » Alors que moi, j'ai essayé de me confronter à cette question, de me dire, d'enlever tout le sens moral de la chose, essayer de me mettre à la hauteur des personnages et à la hauteur un peu d'ignorance. Parce que c'est bien de se documenter, mais il ne faut surtout pas oublier d'être ignorant parce que les personnages, eux, le sont. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, imaginons une femme en 1939. Est-ce qu'elle son père ou ses frères se sont fait tuer en 1914 ? Vous croyez qu'elle a envie que son fils et 2 enfants aillent se faire tuer à Verdun ou ailleurs ? Nouveau, ouais. Donc, quand Pétain ait choisi la capitulation, elle se dit, pour elle choisit la vie de ses enfants. Elle ne choisit pas la capitulation, elle choisit la vie de ses enfants, c'est tout. Et ça, nous, c'est vrai qu'on l'oublie parce que l'histoire ne nous a pas été enseignée comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de petite et grande histoire. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. En réalité, on se dit, ouais, c'est tous des collabos, mais c'est pas tout à fait, c'est pas exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont bien comportés les uns et les autres, mais ça veut dire qu'à l'intérieur de ces choses-là, il y a des faits humains qui sont plus complexes et qui sont totalement à relier avec d'autres événements. Ou avec d'autres sons de cloche comme ça qui nous ne sont pas parvenus. Et donc moi j'ai essayé en écrivant le livre, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de faire des allers-retours dans le temps, pour essayer de dire attends, ça fait un écho à ça, il faut entendre que ça vient un peu de ça, par exemple. Donc c'est aussi tricoter des choses comme ça avec des relations qui sont pas si
si figé, parce qu'évidemment, moi, quand j'ai commencé le livre, même si je comptais pas faire une histoire, je pensais pas que ça serait aussi ample tout ça, que ça prendrait autant de place. Parce que les personnages, oui, mais les guerres aussi, elles s'invitent des fois, on leur demande rien. Bon, et là, je me demandais quelle place ça allait prendre, quoi. Et puis c'est vrai que, pour moi, je l'ai pas vécu en me disant, je vais écrire un truc sur la Grande Guerre et puis mais comment les gens sont traversés par ça. Voilà, comment on est traversé par des événements qui nous dépassent. Comment ça entre dans la vie des gens. C'est plus, voilà. Et pour moi, ça, c'est des questions qui restent très contemporaines, hein, pour le coup. Il va falloir qu'on conclue, mais je voudrais quand même effectivement qu'on conclue avec Claude Simon, parce que ces sujets-là, de toute façon, ce sont des sujets qui ont aussi hanté Claude Simon tout au long de sa vie. Et il se trouve que les éditions de Millume m'ont fait envoyer La Maison Vide au moment où il faisait paraître la réédition du Tricheur, qui est le premier texte de Claude Simon. Et donc, j'ai commencé à lire La Maison Vide juste après avoir terminé Le Tricheur. T'as pris des vacances après? Oui. Et vraiment, là, j'ai vu que c'était de là que tu venais littérairement. Parce que le Tricheur, il n'y a pas dans le Tricheur l'ampleur de la phrase qui sera celle de Claude Simon après, mais il y a déjà beaucoup, on voit comment il a déjà assimilé énormément Faulkner, et dans la manière de disposer et de faire les ruptures temporelles et tout ça. Mais voilà, je veux dire, il n'y avait aucun dépaysement d'une lecture à l'autre. Voilà, peut-être alors juste on va finir sur un sentiment sur Claude Simon. Sur Claude Simon, alors Claude Simon, il m'a un peu, comment dire, il m'a un peu fait peur, évidemment, quoi, parce que là, je me suis dit quand je fais Histoire de la nuit ou Dans la foule ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire Claude Simon, je peux me l'approprier sans problème. Je me dis, bon, je peux m'approprier des choses comme ça chez des auteurs que j'aime. Là, je sais que je suis dans mon monde à moi, d'une certaine manière. Là, j'avais quand même vraiment l'impression d'aller sur des plates-bandes qui n'étaient pas tout à fait les miennes. Je me dis, ça va être un peu redondant. Là, je vais faire du Claude Simon sur les terres de Claude Simon. C'est un peu risqué. Puis la première personne du singulier voilà, aussi. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de craintes là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que... Je sais pas comment dire ça. Pas que je m'en foutais, mais qu'au fond, j'avais suffisamment d'invités parmi les écrivains qui m'ont construit pour autoriser cette place de Claude Simon. Et puis à la fois, je me disais, il faut ni que ce soit du pastiche, ni que ce soit un hommage trop appuyé. Il faut que ce soit là, par exemple, j'ai eu un article très 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 méchant de Frédéric Beigbeder sur moi, sur mon livre, et sur les éditions de Minuit d'ailleurs. Mais en fait, je le remercie, parce que d'abord je remercie tous les méchants à qui je dois beaucoup, parce qu'ils m'ont suffisamment énervé pour me motiver. Il dit quelque chose de marrant, parce qu'il dit vraiment, de toute façon, chez Minuit, ils sont tous consanguins, parce que Meuvigné, là, il reprend là où Roux s'était arrêté, et puis il y a Claude Simon, etc. Si c'est ça la consanguinité, alors moi je signe à 100% et je suis très heureux. J'espère qu'eux le seraient aussi. Mais après, qu'il y ait effectivement cette question d'une sorte, là encore, de famille dans l'univers. Voilà, moi je suis quand même un homme du XXe siècle, hein, et donc je travaille avec cet héritage du XXe siècle, et donc ces auteurs-là, oui, c'est sûr. Parce que moi, comme vous tous, on est totalement traversé par ces imaginaires-là. Donc Claude Simon, simplement, je pense quand même que c'est un livre qui s'écrit aujourd'hui, d'un point de vue malgré tout d'aujourd'hui. Il y a quelque chose que Claude Simon ou même Jean Rouault les Chants d'honneur, c'était en 90, et donc évidemment, c'est pareil, j'ai aussi relu ça.
il y a des points communs, des traversées communes, mais en réalité, je pense qu'il y a énormément de différences, notamment par exemple dans la façon de lier Première et Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a un recul, nous, qui fait qu'on peut, par exemple, s'attarder à ce qui se passe dans les villages, ne plus forcément poser les questions de la guerre comme l'enjeu principal d'un livre, par exemple. C'est un événement dans un livre, mais c'est pas un livre sur cette guerre, sur ces guerres. Voilà, ce sont les personnages d'abord le livre. Et ce qui n'est pas le cas chez Claude Simon. Évidemment, c'est beaucoup plus présent. Lui, sa vie tenait à ça, quoi. Donc c'est pas du tout notre cas, y compris même dans la lecture, quoi. Donc voilà, je peux dire de ça. En tout cas, on va peut-être terminer sur ça. J'ai une lectrice que j'aime beaucoup qui m'a dit ce qui est fabuleux dans ce livre, c'est qu'on a l'impression de lire déjà un classique. Et je crois qu'elle avait vraiment bien raison. Oui, je sais pas, ça me fait un peu peur en même temps. Non, c'est façon, tu l'as fait, donc ça t'échappe maintenant. Ouais, ça m'échappe. Laurent, merci infiniment. Merci Nicolas, merci. Merci à tous. Vous venez d'écouter Laurent Mauvigné, lauréat du prix Goncourt 2025 pour La Maison Vide, paru aux éditions de Minuit, lors d'une rencontre organisée par la librairie Ombre Blanche et accueillie au Théâtre Garonne dans le cadre des 50 ans de la librairie et d'un focus sur les éditions de Minuit. Laurent Mauvigné est l'auteur d'une dizaine de romans et de textes de théâtre parus chez Minuit, parmi lesquels Loin d'eux en 1999, prix Fénéon, Apprendre à finir en 2000, prix du Livre Inter et prix Vepler, Dans la foule en 2006, Des hommes en 2009, prix Virilo et prix des libraires, ou encore Histoire de la nuit en 2020, prix Réplique. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.